Le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia Pwanga, a annoncé à Lubumbashi, à marge justement des obsèques de Gabriel Kungwa Kumwanza, que à l'Assemblée nationale, la question de la CENI sera donc résolue à la fin de ce mois de septembre. Une patate chaude qu'il a entre sa main, comment va-t-il s'y prendre? Un véritable dilemme, parce que maintenant certains parlent de l'impasse. Par rapport à la loi, quelle marge de manœuvre? On évoque une sagesse, une certaine sagesse. Comment va-t-il s'y prendre? Les catholiques sont des marbres, il faut un consensus. Les 6 confessions religieuses aussi persistent et signent. C'est Kadima ou rien. Alors, Charles Mouchezi est avec nous, juriste. Il n'engage pas le barreau ici, il a un cabinet, mais il a la tête d'un centre de réflexion, un centre qu'il va lui-même dévoiler ici. Avec lui, on réfléchit. Charles, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tiré de loin ce matin. Bien sûr, mais ça valait la peine. Voilà, pour être dans notre soi-disant centre d'affaires à temps. Disons-le comme ça, si vous voulez. Charles Mouchezi, votre centre sert, comment on appelle? C'est le Centre d'échange pour des réformes juridiques et institutionnelles, le CERJ, qui est une structure qui a été mise en place depuis 2007 par un groupe de journalistes, de juristes, de défenseurs des droits humains, très engagés dans les propositions de réforme pour une meilleure assise de la démocratie et du développement de notre pays. Alors, vous êtes avocat et vous avez à votre actif un certain nombre de livres. J'ai écrit ces livres. Vous êtes très proche de la presse, très proche des médias. J'ai écrit un livre sur les infractions de presse avec les options de réforme du régime de répression des infractions de presse. Mais aussi, je viens de terminer un livre sur la régulation de médias et l'autorégulation de la profession journalistique. Et ça tombe à point nommé. Absolument. L'UNPC réfléchit. Vous voyez comment il devient regardante vis-à-vis de ses membres. Oui, je crois que ça vaut la peine d'insuffler. Certains se comportent en vrais mercenaires. Oui, il faut un nouveau souffle sur la pression, la profession journalistique, surtout dans un contexte où on parle constamment des élections. Et donc, un moment où la population a besoin d'être informée le plus objectivement possible pour pouvoir se prononcer de manière éclairée. Et donc, la presse aujourd'hui a un énorme travail à faire en termes de formation et d'information de l'opinion sur les programmes des candidats, sur les profils des candidats, sur les processus de vote, les procédures, comment faire, où aller se faire enrôler, comment voter, etc. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, la presse doit être revêtue de plus de professionnalisme pour être sûr qu'elle couvre le mieux possible plutôt la question de l'information électorale et que le peuple en profite pour opérer des choix de manière éclairée. Tout à fait. Le peuple a besoin d'être coaché. Absolument. Et voilà, c'est pas lui qui impulse, ce sont les leaders qui impulsent les choses. C'est l'élite. Les médias sont des leaders par leur nature, parce qu'ils ont au moins un mot à dire à la société. Et ils sont écoutés. Écoutez, nous les sommes, mais on doit amener un débat d'idées sur des vraies questions et non pas sur la forme des têtes des gens, des politiques ou leur provenance, sinon c'est dangereux. Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est un discours qu'il faut bannir maintenant. Et c'est pour cela qu'il faut justement renforcer l'aspect professionnel des médias aujourd'hui pour qu'effectivement ces genres d'aspects commencent à être réprimés en tant que faute parce que c'est des fautes. Les médias ne doivent pas impulser ce genre de discours et on ne peut pas accepter à ce qu'un citoyen, passant par les médias, puisse pousser le journaliste à la faute en l'imbibant dans cette saleté. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas approprié à un débat démocratique, pluraliste, mais aussi informatif, réellement informatif en faveur de la population. On n'a pas besoin de s'arrêter sur des individus, on a bien besoin de produire et de protéger des débats centrés sur des idées. Très bien. La forme de la tête des acteurs importe peu. Vous l'avez dit, Charles Mouchezi, vous avez également écrit un livre sur la justice transitionnelle. Une question très très importante aujourd'hui sur laquelle
est très attentionné, le chef de l'État et son gouvernement. Je voudrais vraiment qu'ils s'en imprègnent davantage, parce que la justice transitionnelle, c'est tout un concept en fait, mais ça vient brusquement dans le cadre d'un programme gouvernemental sans avoir été préparé. Il faut bien qu'on ait les BABA tous la même compréhension des linéaments de ce concept pour être sûr que nous élaborons des politiques sectorielles axées effectivement sur la lutte contre l'impunité des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire, mais aussi des réparations de victimes, parce que ce sont les victimes qui sont au centre de tout mécanisme de justice transitionnelle. À l'Assemblée nationale, maintenant, nous y sommes. Mbosso Nkodian Poinguer, à quelle marge de manœuvre son collègue du Sénat, je crois qu'il est un peu en paix pendant qu'il veut réformer sur voilà, les mécanismes de développement des provinces, parce que le Sénat est l'émanation des provinces, il y en a 26, mais la patate chaude est entre les mains de son collègue de l'Assemblée nationale sur le plan des textes. Est-ce qu'il a une marge de manœuvre avant de parler d'une certaine sagesse? Je crois que M. Mbosso, il a beaucoup de responsabilités à assumer sur cette question. Mais en fait, la plupart des questions qui devaient se poser ont déjà leur solution dans la loi. La loi de 2010 sur la CENI, de 2013 plutôt sur la CENI, pose le principe du consensus, du caractère consensuel de toutes les décisions qui sont prises, non seulement dans le cadre de la CENI elle-même, mais aussi dans la désignation, dans le processus de désignation des membres. Et aujourd'hui, en fait, qu'on s'arrête sur la position de l'Église catholique ou de l'Église protestante, force est de constater malheureusement que, consensuellement parlant, la personne désignée est déjà là. On ne peut plus remettre en cause cette désignation, à mon avis, puisque le principe de base est le consensus. Bon, mais maintenant, qu'il y ait 2 sur 8 qui refusent de s'aligner, à mon avis, ça manque d'élégance politique, ça manque d'élégance au minimum, quoi. Mais aujourd'hui, Mais Mbosso... il faut aller avec tout le monde pour ne pas planter les germes des contestations après les élections, pour ne pas planter un décor de frustrés qui vont recourir à tel ou tel. Alors, vous connaissez les capacités des nuisances des Congolais, vous connaissez également les forces en présence. Il ne faut pas aller aux élections quand même sans certaines forces sociales comme l'Église catholique, l'Église protestante. On se regarde dans les yeux, même si certaines paroisses sont vides, mais ce sont des forces incontournables. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas parler d'incontournabilité d'acteurs du seul moment que la loi pose le principe de consensus. Ça veut dire de souplesse, d'élégance, et pas s'arrêter sur les têtes d'individus comme on en a parlé tout de suite. Mais alors, la solution dépendra plutôt du courage que doit prendre soit le chef de l'État en personne, soit le président de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a 2 solutions, il y a 2 problèmes qui nécessitent d'être examinés à fond et qui sont au centre des difficultés, des blocages qu'on constate aujourd'hui. La première difficulté, c'est que en essayant de s'appesantir trop sur le président de la CENI, les autres membres de la CENI, de la plénière, passent plus ou moins comme des subalternes du président. Alors que dans tous les organes qui ont des structures plénières, dans toutes les institutions qui ont des organes pléniers, je veux dire, le président est élu par ses pairs. Tous les membres de la plénière sont élus ou nommés dans les mêmes conditions, mais ce sont les membres de la plénière qui se choisissent un d'eux pour diriger, pour présider aux destinées de l'institution. Et donc, aujourd'hui, en mettant plus d'attention sur le président de la CENI, comme quelqu'un qui sort du lot, on le met au-dessus des autres, et du coup, il y a 2 poids et 2 mesures en termes de traitement des membres. Il y a un déséquilibre fondamental qui se crée déjà au sein de l'institution, et donc des possibilités de contestation déjà en interne. Il faut faire en sorte que, comme le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, comme l'Assemblée nationale, comme le Sénat, l'organe plénier soit nommé ou désigné dans les formes qui seront prévues par la loi, mais que ce soit les membres de cette plénière-là qui se choisissent un président. Ça va équilibrer les choses parce que ça fera que les membres de la plénière auront un contrôle
sur la gestion de l'ensemble de l'institution et non pas que le président échappera à un certain moment à la sanction des autres parce que lui aura été désigné d'une manière différente des autres. Ça, c'est un problème avec c'est d'autres. ce qui devait être fait en amont, justement, Absolument, mais pendant le processus de la réforme de la loi organique portant organisation et fonctionnement de les forces politiques à l'Assemblée ont essayé de se créer des espaces de non-contrôlabilité où elles pensent installer quelqu'un en leur avantage. Et ça crée aujourd'hui un blocage parce que le pouvoir passé ne pensait pas qu'il allait partir et être défrité à ce point-là. Et donc ça, c'est un piège qui est resté dans la loi et qu'il faut absolument élaguer. Mais le deuxième. Là, je parle de l'ancien député national, aujourd'hui vice-premier ministre des Affaires étrangères, sa proposition de loi, lui, un député rompu, un homme objectif, pourquoi il n'avait pas prévenu tous ces débats? Un homme objectif, je préfère me méfier des personnes qu'on voit de tous les régimes depuis Mobutu jusqu'à maintenant. On ne peut pas être objectif, vraiment critique, et se retrouver dans tous les régimes à la fois, comme opposant par moment lorsqu'on est dehors, et comme membre de la majorité dès qu'on trouve... Non, je ne voudrais pas aller sur un débat de critique individuelle, mais l'objectivité, je ne lui accorde certainement pas. Le deuxième problème, puisque j'en ai parlé de deux, c'est de faire en sorte que la société civile demeure une et indivisible. Les confessions religieuses sont bel et bien des organisations de la société civile et aujourd'hui, ça ne s'explique pas qu'elles soient mises en exergue du point de vue par la loi pour être appelées plutôt à désigner le président de la CENI. Non, il faut que la société civile, pour être crédible dans son ensemble, soit réunie autour de cette exigence de présenter un candidat qui n'est pas nécessairement président de la CENI. Moi, je veux à ce qu'aujourd'hui la loi soit réformée de manière à ce que tous les membres de la plénière... La loi organique de la CENI. Absolument. Alors, il faut y remettre je crois qu'il faut avoir le courage d'y revenir. Au Parlement. Il faut avoir le courage d'y revenir. L'OTAN est toujours notre ami fidèle. Le temps ne sera jamais en notre faveur si nous ne jouons pas en faveur de nous-mêmes. La seule manière de construire durablement et solidement, c'est d'élaguer les questions problématiques de la loi pour être sûr que nous partons sur des bases plutôt qui nous offrent plus d'espace, plus de chances de paix, de consensus que plutôt d'hégémonie d'une structure à une autre. L'Église catholique, aussi forte qu'elle peut être, elle n'est qu'une ASBL. Elle n'est qu'une organisation de la société civile, exactement comme le CRJ. Je ne veux pas dire qu'on va se comparer du point de vue de la crédibilité, du point de la représentativité, mais soyons humbles. Une église, ce n'est qu'une ASBL. Alors, je vous connais objectif, exigeant, depuis, j'aide journaliste en danger, où vous avez... vous êtes passé par là comme juridique, justement. Alors... disons-nous la vérité. À ce stade, une loi promulguée, déjà à ce niveau, la remettre dans les deux chambres du Parlement pour un autre examen, une autre adoption, pour tenir compte, pour inclure la dimension désignation ou élection du président du bureau de l'Assemblée, du bureau de la CENI par la plénière et non pas par les confessions religieuses. Est-ce que il y a un pragmatisme à ce niveau-là? Je crois qu'il faut être pratique. D'un côté, il faut épargner l'Église des critiques qui pourraient aller même jusqu'à porter atteinte à certaines croyances religieuses. Il faut épargner l'Église de ce combat politique et qui est par moments sordide au point de salir l'Église. Et aujourd'hui, justement, on en est presque là. Bon. L'Église du Seigneur ne peut pas être salie. L'Église du Seigneur, c'est l'âme, ce n'est pas la structure. À mon avis, il faut faire en sorte qu'on épargne les églises de ce combat qui est totalement politique et donc pas du tout objectif. Et on restera, en fait, il faut le dire, dans ce genre de problème tant que les églises de réveil seront de loin plus nombreuses que l'église catholique et l'église protestante, les CC. Et donc, du coup, chaque fois, les églises de réveil l'emporteront du seul moment
quelles sont les plus représentatives. Alors, moi, je reviens à ma proposition. Reformons la loi. Il n'est jamais tard pour bien faire et faisons en sorte que les églises rentrent dans le cadre général des organisations de la société civile et qu'elles soient capables de composer avec toutes les autres organisations de la société civile pour concourir à la désignation des membres, du quota des membres qui leur sera donné par la loi, qui doivent être affectés à la CENI. Alors, tous les membres de la plénière investis par le Sénat et l'Assemblée nationale vont aller se charger de se désigner un président. Et c'est ça, toutes les structures où il y a un organe plénier dans ce pays. Ça fonctionne comme cela et la CENI ne peut pas déroger. Monsieur Mouchizimu Gaga, si vous êtes résilient, vous avez les capacités de résister devant la séduction des billets des banques. Mais au sein de la plénière, ceux qui seront là, qui vous garantit que ces gens-là, ou qui vous rassure que ces gens-là seront des gens clean, qui vont dire non à l'influence du pouvoir en place, à l'influence des cercles des décideurs financiers et politiques à l'étranger? Qui vous dit qu'ils ne seront pas contactés, infiltrés? Vous savez, lorsque... Dans le choix du numéro 1 de la CENI. Lorsqu'il est donné une certaine prééminence au président de l'Assemblée nationale et qui n'a pour protecteur que le chef de l'État, il devient intouchable. Et du coup, les autres membres ne sont même pas ses pairs, ce sont ses subalternes. Ils ne peuvent en aucun cas remettre en cause son mandat. Et donc, dans cette circonstance-là, dans ces conditions de travail-là, il y a un chef et ses subalternes qui n'ont que des ordres à exécuter. Et du coup, l'indépendance institutionnelle de la CENI porte les germes de sa propre destruction. La prétendue indépendance. Parce que, et vous le savez, c'est pas maintenant seulement, on a vu sous Malou Malou, sous plutôt Ngoï Mulunda, comment Joly s'est comporté, par exemple. Ça a commencé déjà depuis ce moment-là. Il s'était comporté comment? Mulunda n'avait pour protecteur que Kabila. Et les autres qui venaient de l'opposition, notamment Joly, du MLC, se trouvaient frustrés par rapport à cette hégémonie présidentielle au sein de la CENI. Il n'y avait plus équilibre entre collègues. Il y avait plutôt de la prééminence du président parce que lui a pour protecteur le chef de l'État. Et ce n'est pas du jour au lendemain que le chef de l'État reprend sa décision. Il n'est pas possible qu'il y ait des personnes au sein d'une même structure appelées à garantir l'indépendance institutionnelle de la structure, mais parmi lesquelles il y a des chefs et des moins chefs. Là, il y a déjà un problème de contestation probable parce que celui qui a comme protecteur le chef de l'État n'aura que pour tendance de protéger les intérêts de celui qui les protège aussi. Certains députés, on termine par là, ont évoqué, nous les avons reçus ici, il y en a qui ont évoqué la sagesse, une certaine sagesse du président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodiaponda. Alors, s'il y a une sagesse à appliquer, ce serait laquelle par exemple? Remettre le compteur à zéro? La seule sagesse que M. Mbosso, dont M. Mbosso peut faire usage, c'est de ramener le débat à l'Assemblée, de soulever ces deux aspects problématiques et de faire en sorte que la représentation nationale, ceux-là qui parlent en notre nom, considèrent l'urgence de revoir la loi. Aujourd'hui, le consensus a été mis en mal par nos pères spirituels, à tort ou à raison, ça c'est pas mon affaire, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on sent très bien que de l'Église, rien ne peut venir de concret qui puisse être comme une solution durable aux problèmes qui se posent. Il faut reformer la loi et élaguer ces deux questions problématiques et nous allons continuer sur de nouvelles bases. Depuis justement la remise de PV, l'eau a suffisamment coulé sous les ponts. Ça signifie qu'il y a eu des contacts loin des caméras, loin des réseaux sociaux, avec peut-être l'aide du Vatican ou d'Inance ici, à gauche, à droite. Alors,
est-ce que les pères spirituels, les encadreurs spirituels ne peuvent pas revenir autour d'une table pour donner un signal à ce peuple afin qu'ils sentent que les pasteurs sont capables non seulement de nous amener à la vie éternelle, mais aussi nous permettre de nous entendre? Je crois que les pasteurs, depuis Malou Malou jusqu'à maintenant, nous ont montré les mêmes limites et qu'on ne peut pas continuer à débattre sur les mêmes effets qui produisent les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Je ne sais pas si c'est comme cela qu'on le dit. Moi, je pense qu'il faut laisser l'Église en dehors du combat politique actif. Que des prêtres qui veulent individuellement s'engager dans la politique puissent le faire, mais qu'on ne puisse pas mettre en cause, mettre en jeu toute une structure au point de la rendre ridicule comme aujourd'hui. Les gens ne le disent pas assez, mais l'Église catholique et l'Église protestante aujourd'hui sont ridicules, à mon avis. Parce qu'elles se sont lancées dans un combat où elles savent qu'elles seront continuellement perdantes, d'autant plus qu'elles sont très peu représentatives par rapport aux églises de réveil. Et ça a été le cas. Charles Mouchizi Mougaga, je vous remercie d'être venu et d'avoir échangé avec nous. Votre intervention est très suivie à Douala, la capitale économique du Cameroun. Dr Samuel Denis Kafunda nous écrit, il a fait même la capture d'écran où vous êtes, très pertinentes observations. Bravo Charles Mouchizi. Merci. Dr Denis, bonjour, merci de nous suivre. Grand merci à lui. Alors, très bonne journée. Grand merci à vous. Bon retour aussi. Au bureau, nous avons bouffé. En fait, on vous a pris beaucoup de temps. C'était un plaisir. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous changeons d'invité. Nous recevons maintenant deux. On parle des détournements, des primes. Oui, on parle toujours de montants faramineux. Cette fois-ci, c'est au ministère des Communications et des Médias. Je ne sais pas si c'est comme ça. Au secrétariat général. Qu'en est-il au juste? Qui a détourné? Et où serait passé l'argent? Nous recevons deux agents de ce secrétariat général pour nous éclairer. Détournement au Congo. Qu'au cas, moi,